ce matin. Ok, go. Bonsoir à tout le monde. Nous vous remercions d'être connectés pour le webinaire lundi parlant radiologie de ce soir. Alors, nous savons tous que le compte rendu que nous rédigeons tous les jours et qui sont lus par nos collaborateurs cliniciens précède notre personnalité radiologique et notre réputation. Le présentateur de ce soir a eu la merveilleuse et noble idée de nous aider à corriger et ou à améliorer notre vocabulaire, d'où le sujet de ce soir intitulé Lexicologie sur la pathologie neurovasculaire, qui sera présenté par le docteur Dieudonné Kambangu, radiologue retraité, ancien chef de service de neuroradiologie au centre hospitalier de Valenciennes en France. Pour commencer, Dr Kambang va nous proposer une série d'images que nous allons tous ensemble commenter avant de commencer notre session de ce soir. Dr Kambangu, à vous, à vous l'écran. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les participants. Alors, on va parler de la lexicologie en pathologie neurovasculaire. Pour commencer, je vais vous montrer 4 images que chacun va noter comment il peut décrire ces images. Et en fin de présentation, chacun verra par rapport à ce qu'il a noté, qu'est-ce qu'il devait noter comme en vrai. Est-ce qu'il a fait la bonne réponse ou il n'a pas fait la bonne réponse, et ça aidera, ce sera comme une sorte de petite épée. Alors, on va commencer. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les images? Oui, Oui. Donc, il y je a crois que c'est 4 bon. images. Ça se voit bien ou pas? Si, ça se voit bien. OK. Il y a 4 images numérotées de 1 à 4 que chacun donne la lexicologie qu'il veut donner à ces images-là. Et à la fin, il note sur un petit papier, et à la fin, dans le corps du sujet, chacun verra à quoi correspondent ces images-là et il pourra vérifier pour savoir s'il était dans le vrai ou s'il était à côté. Alors, quels sont les objectifs du cours de ce soir? Le cours de ce soir, c'est pour nous permettre de parler le même langage avec nos correspondants, aussi bien localement qu'à l'international. Ça nous permettra aussi la rédaction et l'acceptation des articles scientifiques, parce que comme vous le savez maintenant, grâce aux intelligences artificielles, on peut rédiger facilement un article, mais il faut avoir les mots-clés nécessaires pour que l'intelligence artificielle puisse vous rédiger l'article. Donc, il y a des mots-clés internationaux qui sont appliqués aussi bien par les francophones que par les anglophones. Et à partir de ça, ça peut vous aider à rédiger vos articles qui seront acceptés dans les revues scientifiques pour vous permettre d'évoluer dans votre carrière. Alors, avant d'entrer dans la lexicologie spécialisée, disons spécialement pour la neuroradio, je voudrais parler d'un mot dans l'imagerie en général qui est souvent utilisé chez nous en RDC. Je vous mets là le mot protocole. Sa signification en science, c'est la description précise des conditions et du déroulement d'une expérience, d'un test
d'une opération chirurgicale. Exemple, quand on parle d'un protocole thérapeutique, en fait, c'est la technique qu'on va utiliser. Et c'est un mot que les Belges nous ont laissé depuis toujours, et je vois ça dans beaucoup de comptes rendus qui viennent du Congo, où on a mis le mot protocole. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de corriger. Bon, pour nous, les francophones, le Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. On préfère utiliser plutôt le mot technique ou protocole pour expliquer le déroulement de l'examen. Est-ce que l'examen a été injecté, l'examen sera injecté ou non? Quels sont les temps injectionnels qu'on va utiliser? Est-ce que ça sera en apnée, en phonation, en valsalva? L'examen est fait en post-émotionnel, donc il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser et euh, la technique à utiliser sera expliquée aux manipulateurs ou aux techniciens de radio. Et dans le compte rendu ou le rapport rédigé, après avoir interprété l'examen, ça apparaîtra à la rubrique technique ou protocole. Hein, souvent, c'est technique. On a les renseignements cliniques, la technique, les résultats et puis la conclusion. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le mot compte rendu et de garder protocole pour la technique du déroulement de l'examen. Là, c'était une lexicologie en général. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On commencera par un bref rappel anatomique. On va passer vite. Alors, les troncs supra-aortiques, c'est pratiquement 4 autoroutes venant directement de l'aorte ou la carotide commune gauche, ou presque de l'aorte, ou la carotide commune droite et les artères vertébrales. Et vous verrez bien que le cerveau, c'est l'organe qui est le plus proche du cœur, parce que justement, le cerveau, c'est le centre. Et il y a 4 autoroutes. La carotide interne, c'est à peu près entre 7 et 12 mm de diamètre. Les vertébrales, c'est entre 4 et 8 mm. Alors qu'une artère rénale, par exemple, qui est aussi une artère qui va à un organe noble, c'est entre 4 et 7 mm. C'est beaucoup plus petit que la vertébrale. Donc, il y a 4 autoroutes qui vont directement au cerveau. Ça montre l'importance de l'irrigation sanguine du cerveau. Ça, vous l'avez déjà vu. Je pense que tous les participants connaissent cette anatomie-là. C'est pour ça qu'on va aller un peu vite. Alors là, on a encore un schéma montrant euh, les différentes collatérales qui partent des artères vertébrales. On voit bien que les deux artères vertébrales vont se mettre ensemble pour donner le tronc basilaire, qui va se terminer par les cérébrales postérieures. Et là, nous aurons le polygone, au niveau du polygone de Willis, le polygone postérieur. Mais entre la pica, donc les picas, c'est les artères cérébelleuses inférieures qui naissent chacune d'une artère vertébrale. On a les picas, on a les cérébelleuses moyennes, on a beaucoup de troncs qui vont directement au niveau, on a beaucoup de collatérales qui vont directement au niveau du tronc. Et ensuite, en avant, nous avons les deux carotides internes qui vont donner les cérébrales moyennes et les cérébrales antérieures. Donc, on a le polygone de Willis, ça, tout le monde connaît. Alors là, nous avons un schéma vu par en dessous, qui nous montre les mêmes images qu'on vient de voir tout à l'heure. Et là, vous allez constater que les artères vont aborder le cerveau par le cortex. C'est très important. Ils abordent l'encéphale par le cortex. Là, c'est un schéma sagittal où on voit donc l'hémisphère droit
avec, on a les veines hémisphère gauche et on peut voir les différentes artères, aussi bien antérieures que postérieures, qui viennent aborder le parenchyme cérébral, toujours par le cortex. Alors là, nous avons, parce que qui dit apport sanguin dit retour sanguin vers le cœur, les carotides et les vertébrales ramènent du sang vers le cerveau. Ensuite, il y a le système veineux, commençant par les sinus veineux, qui va ramener le sang déoxygéné au niveau du cœur, de façon que le cycle puisse continuer. Donc, nous avons ici le système de drainage veineux qui ramène le sang vers le cœur. Là, nous avons un schéma sagittal qui nous montre les sinus veineux, les artères médulaires, les différents sinus, ensuite le drainage qui va descendre par les veines jugulaires internes jusqu'à la veine cave supérieure, jusqu'au niveau du cœur. C'est des schémas que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu tout le temps, donc on peut aller un peu vite. Alors, à part les artères et les veines, je vous ai dit que le cerveau est abordé par la corticale. Là, nous avons un schéma des méninges avec le crâne, la dulnaire, l'espace sous-dural, l'arachnoïde, l'espace sous-arachnoïdien, la pimaire. Ensuite, on a l'encéphale. La partie qui est un peu brune, là, c'est le cortex. Vous voyez que le cortex, il est vraiment très, très mince, avec ces 7 couches de cellules neuronales. Ensuite, la substance blanche, c'est comme les fils qui vont conduire les flux, hein, c'est comme les fils électriques, ok, avec leur gaine de myéline qui est un isolant qui va empêcher que les fils puissent se toucher, hein, les axones puissent se toucher, donc il y a une gaine de myéline. Donc c'est important de voir ce schéma parce que la pathologie neurovasculaire qu'on va voir est basée sur ces quelques petits éléments anatomiques. Là, on a encore un petit schéma avec les méninges. Donc, on voit là la ponévrose, le périoste, l'os, les méninges diurnaires, acnoïdes, pimaires. Les villosités arachnoïdiennes, on a un schéma d'un sinus veineux crânien. Tout ça, tout le monde est censé connaître tout ça, donc on passe rapidement. Alors, la lexicologie en pathologie neurovasculaire, on entre dans le vif du sujet. Les francophones parlent d'AVC ischémique comme première cause de lésions neurovasculaires. Les anglophones parlent de stroke. OK? Alors, l'ischémie, c'est quoi? C'est une diminution ou un arrêt de la circulation artérielle dans une région plus ou moins étendue d'un organe ou d'un tissu. L'ischémie va entraîner un défaut d'apport en oxygène et une altération du métabolisme. Ceci sera l'origine d'un déficit neurologique. AVC ischémique, le premier terme qu'il faudra utiliser. Nous avons 3 types d'AVC ischémique. On a l'AVC territorial, qui va toucher un territoire artériel, parce que la circulation artérielle est bien systématisée. Vous allez voir ça dans les images que je vais mettre, c'est bien systématisé. Nous avons le deuxième type, c'est l'AVC lacunaire. L'ischémie va toucher une artériole de type terminal au niveau de la substance blanche, à l'origine d'une leucopathie vasculaire. Donc, l'AVC lacunaire. Ensuite, entre troisième type d'AVC ischémique, on a l'AVC jonctionnel, c'est la théorie du dernier prêt. Je vous ai dit que le système artériel est bien systématisé. Et entre 2 territoires vasculaires, nous avons ce qu'on appelle le dernier pré.
Souvent, ça arrive en cas d'un arrêt cardiaque. C'est comme quand vous êtes en train d'arroser un jardin. Si, avec votre tuyau d'arrosage, si jamais la pression de l'eau diminue, c'est les zones de votre jardin qui sont les plus éloignées qui ne vont pas recevoir l'eau que vous êtes en train d'irriguer. C'est comme ça, on dit dernier prêt. Donc, la partie la plus éloignée, quand la pression de l'eau va diminuer, c'est celle-là qui ne va pas recevoir, donc qui sera ischémique, qui ne va pas recevoir suffisamment de sang, et qui dit sang pour le cerveau, ça veut dire oxygène et glucose. OK? Donc, le dernier prêt, c'est les trois types d'AVC ischémique: territorial, lacunaire, jonctionnaire. Là, je vous ai fait un petit schéma des territoires, des différents territoires vasculaires. Et je vous montre un schéma. Ça, c'est une coupe scanographique. Passant par les ventricules, on voit une hypodensité cortico-sous-corticale avec un édème. Il y a même un engagement. Eh bien, ça, c'est un AVC ischémique. C'est comme ça que ça se présente au scan. Ça, c'est déjà un territoire beaucoup plus très, très important. Et vous voyez qu'il y a une ligne de démarcation. Hein. Ça montre vraiment le territoire. Là, en avant, c'est la cérébrale antérieure. Et là, c'est le sylvien, le territoire sylvien qui s'arrête. Vous voyez vraiment une ligne. C'est ça, un AVC territorial, un AVC ischémique territorial. La même chose en IRM. Ça, c'est une séquence de diffusion. On voit bien qu'il y a un territoire qui est en hypersignal, en diffusion. Okay? C'est un AVC ischémique territorial. On a encore une image, là c'est du flair, là c'est la diffusion, ici c'est la carte de diffusion. Donc vous voyez bien que on voit bien le territoire qui est bien délimité. C'est un AVC ischémique territorial. Alors, là, c'est une image IRM en séquence flair où nous voyons un hypersignal au niveau thalamique. C'est ce que je vous ai dit parce que anatomiquement, le cortex, il y a beaucoup d'anasomose spiral, c'est sa façon de se défendre. Donc, quand il y a une baisse, une ischémie, donc une diminution de l'apport ou un arrêt, les collatérales au niveau de la primaire feront que le cerveau aura encore des ressources pour puiser un peu de circulation de façon à se maintenir toujours comme il faut. Ensuite, après avoir irrigué le cortex, comme vous le savez, nous aurons des artères de type terminal qui vont aller irriguer la substance blanche. Okay? Et là, souvent, soit c'est chez les personnes âgées, on a des lésions de la paroi de ces vaisseaux de type terminal qui feront qu'il y aura une thrombose et on aura des AVC lacunaires. C'est des petites lésions parce que les artères de type terminal là, ne sont pas bien systématisées. Elles vont à un seul territoire et à ce moment-là, nous aurons des petits AVC de ce type. C'est des AVC lacunaires. Donc, c'est ischémique parce qu'il y a une diminution ou un arrêt de circulation vers ce territoire-là. Mais ici, c'est un tout petit territoire. C'est l'AVC lacunaire. Et à la longue, c'est ça qui va nous donner les leucopathies vasculaires dont nous parlons souvent. On voit ça sur les séquences flair. Leucopathie, sachez que c'est les conséquences des AVC lacunaires. Ça reste de l'ischémie parce qu'il y a une diminution ou un arrêt circulatoire. Ensuite, là, je vous montre une image, c'est des images en flair, avec des lésions en hypersignal flair qui sont entre deux territoires. Là, nous avons le territoire de la cérébrale antérieure, le territoire sylvien,
et en postérieur, là, le territoire postérieur. Et on voit qu'il y a des lésions à l'hyperciliale qui sont entre les différents territoires. On voit la même chose ici sur une image qui est située beaucoup plus haut. C'est entre deux territoires. En dedans, c'est la cérébrale antérieure et en dehors, c'est le territoire sylvien. Et on voit entre les deux, on a des lésions ischémiques. Souvent, ça, c'est dû à un arrêt cardiaque. Vous voyez, c'est même bilatéral. Hein? Donc, quand il y a un arrêt cardiaque, c'est les deux côtés qui vont vers le cerveau qui sont touchés. C'est comme ça que vous voyez, c'est presque symétrique. Mais ce n'est ni un territoire artériel, ni un territoire profond, mais c'est des territoires jonctionnels. Donc, les trois types. Là aussi, il y a un arrêt ou une diminution de l'apport sanguin qui fait que ce territoire-là est ischémié. Voilà. Alors, on avance. Nous avons aussi des lésions de type d'origine veineuse. Je vous ai montré hein, les artères, les veines. De type veineux aussi, on a la thrombose veineuse cérébrale. La thrombose veineuse cérébrale se rapproche de l'AVC ischémique car il y a un arrêt circulatoire dû à un thrombus au niveau des sinus veineux ou des veines parenchymateuses. Et pour ces lésions ischémiques, pratiquement, il n'y a pas de systématisation parce que le système artériel est bien systématisé, alors que le système veineux n'est pas systématisé. Donc, vous pourrez avoir, c'est souvent des lésions qu'on voit en région postérieure. Et comme il y a un thrombus, le sang qui arrive au cerveau n'est pas évacué, l'hyperpression fera que souvent, ça sera hémorragique. Mais ce n'est pas un AVC, on ne dit pas AVC hémorragique, non, non. C'est une thrombose veineuse avec comme conséquence, comme le sang qui arrive, puisque du point de vue artériel, le cœur continue à pomper, le sang arrive, il est bloqué parce que la circulation veineuse ne passe pas, l'hyperpression fera qu'il y aura une hémorragie. Mais c'est une thrombose veineuse, donc ça fait partie, ça se rapproche de l'AVC ischémique, car en réalité, il y a un arrêt circulatoire. Voilà. Alors, on peut parler d'hémorragie cérébrale. Là, c'est aussi autre chose. On a une éruption de sang dans le parenchyme cérébral causée par la rupture d'un vaisseau intracérébral. Et d'ailleurs, si vous remarquez, cette disposition, directement, quand vous avez ça, vous avez déjà une idée sur l'étiologie. OK? Donc, voilà. Il y a deux types d'hématomes dans le cerveau. Là, nous avons un hématome lobaire. Ce n'est pas un hématome profond. On a une hyperdensité au niveau de la région pariéto-occipitale. Okay? Au niveau du carrefour ventriculaire, nous avons une hyperdensité. Ça, c'est une coupe scanographique. Au niveau du carrefour ventriculaire gauche, on a une hyperdensité avec un petit œdème tout autour. C'est un hématome lobaire. Et les différentes étiologies de ces hématomes ont fait la différence entre les enfants et les jeunes adultes. Souvent, c'est des malformations artério-veineuses. Ça peut être des troubles de la crasse sanguine. Ça peut être aussi une thrombose veineuse cérébrale. Et chez les personnes âgées, c'est souvent l'angiopathie amyloïde. Ça peut être une métastase hémorragique ou une tumeur hémorragique, mais souvent, c'est des métastases hémorragiques. Ou une hypertension, c'est les causes qu'on retrouve le plus souvent, mais il y en a toute une multitude de causes. Donc là, c'est un hématome lobaire. On avance. Là, nous avons une coupe scanographique passant par le système des ventricules latéraux. On a une hyperdensité avec un peu d'œdème tout autour. On a un engagement, on a un effet de masse avec un engagement sous-falgoriel. Et cette lésion se trouve vraiment en profondeur. C'est un hématome profond. Il faut le différencier de l'hématome lobaire parce que les diagnostics évoqués sont différents.
Alors ici, souvent l'étiologie, c'est l'hypertension artérielle, l'angiopathie amyloïde. Il y a aussi toute une multitude d'autres étiologies, mais les plus importantes, c'est l'hypertension, c'est l'hématome de l'hypertendu ou chez les personnes âgées, l'angiopathie amyloïde. Alors, comme autre lésion neurovasculaire, on peut avoir ce qu'on appelle l'hémorragie méningienne ou subarachnoïdienne. Là, je vous ai montré un schéma, je vous ai dit que les artères abordent toujours l'encéphale par la région du cortex. Et avant d'arriver au niveau du cortex, nous avons la pimaire, nous avons l'arachnoïde et la durnaire. Les vaisseaux arrivent dans cette région avant de pénétrer au niveau du parenchyme cérébral par le cortex. Alors, souvent, à ce niveau-là, au niveau surtout des bifurcations, sont des régions où on peut avoir des dilatations anévrismales. Et l'anévrisme, à force de grossir, sont des zones de faiblesse. Hein. Donc, les anévrismes, nous naissons avec ces prédispositions-là, et en grandissant, on peut avoir un anévrisme à ce niveau-là, et un jour, on peut avoir une rupture de l'anévrisme et on aura l'hémorragie dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé dans le rappel anatomique des points essentiels. Donc, la région arachnoïdienne, disons la région méningienne aussi, est sujette à des lésions neurovasculaires, mais dans la lexicologie, qui ne sont pas des hématomes, c'est des hémorragies méningées. Okay? Ça correspond à l'irruption de sang artériel dans l'espace sous-arachnoïdien, le plus souvent après une rupture anévrismale. Voilà, là nous avons une coupe scanographique passant par les régions temporales. Nous avons une hyperdensité au niveau des espaces sous-arachnoïdiens qui viennent même contourner le tronc cérébral, les pédoncules qui sont là, cérébraux, on voit une hyperdensité qui passe même au niveau interhémisphérique, en antérieur. On voit une hyperdensité là-bas, c'est du sang. Et d'ailleurs, quand on est déjà bien habitué, on verra là où il y a le plus de sang, quand on fera l'angioscanner, on verra que l'anévrisme devait se trouver à ce niveau-là. Donc là où il y a la plus grande hyperdensité, souvent, quand on fait l'angioscan, on verra qu'il y a un anévrisme rompu à ce niveau-là. Okay? Là, c'est avec le temps passé dans le service de neurologie, on voit, on a déjà une idée de l'endroit où ça a saigné, où l'anévrisme s'est rompu. Donc là, nous avons une hémorragie méningienne. Ça, c'est en scanner. Et on peut aussi avoir la même chose en IRM. On voit une hyperdensité au niveau des sillons. C'est une hémorragie méningienne. Alors, je vous remercie. Je peux résumer un peu. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend, docteur Oui, Caron. oui, je peux résumer un peu. J'ai D'accord. un peu effleuré en général le terme protocole, il ne faut plus l'utiliser. Nous sommes des francophones, le plus grand pays francophone. Utilisons ce qui est reconnu partout. Parce que les mots-clés, vous voulez rédiger un article, il y a des mots-clés qui ne vont pas passer. Vous mettez AVC hémorragique, je pense qu'aucune intelligence artificielle, ou bien ils vont vous répondre vraiment en vrac. Alors que quand vous dites AVC ischémique chez les francophones ou stroke chez les anglophones, là, directement, on sait de quoi vous parlez. OK? Donc, on a les AVC ischémiques qui se subdivisent en trois, les territoriaux, les lacunaires et les jonctionnels. Okay? Nous avons des hématomes lobaires profonds
Et en localisant là où se trouve l'hématome, on a déjà une idée sur les différentes étiologies, que la personne soit jeune ou que la personne soit plus âgée. On a les différentes étiologies en fonction de la localisation de l'hématome et en fonction de l'âge du patient. Bon, disons, les thromboses veineuses cérébrales, on les rapproche un peu de l'ischémie parce qu'effectivement, il y aura un arrêt circulatoire, parce qu'il y a un embouteillage à la sortie du cerveau, donc au niveau des veines. C'est une ischémie, hein, parce que le sang ne circule plus, il n'y aura plus d'oxygène, il n'y aura plus de glucose, et on aura euh, euh, toute la, hein, euh, tout ce qui s'ensuit du point de vue métabolique. Hein, donc, ça sera le même résultat, sauf que là, comme il n'y a plus de passage veineux, la pression augmentant, on aura un hématome. Souvent, hein, souvent, on a toujours ça, et puis ça s'est mis par un hématome. Mais cet hématome-là est différent. Souvent, c'est en postérieur, ok, c'est bilatéral, souvent parce que le système veineux n'est pas systématisé. C'est en postérieur et c'est bilatéral. Ensuite, nous avons l'hématome profond. Ok, là aussi, on a différentes étiologies. Et enfin, on a l'hémorragie méningée qui se présente aussi différemment, que ce soit en scanner ou en IRM. Et là aussi, nous avons différentes étiologies. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, c'était juste pour donner la lexicologie. Ce n'était pas pour entrer dans le détail. Si on a besoin de voir plus profondément les lésions neurovasculaires, bon, là, on pourra maintenant entrer dans la clinique, la description. Bon, ça sera un sujet qui pourra être débattu par moi ou bien par les autres collègues. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors, tous ceux qui ont noté les quatre images que j'avais mis au début, vous pouvez essayer de corriger par vous-même, mais je peux vous dire exactement ce qu'il y a. Vous avez vu ça dans le corps du sujet. Oui, oui, nous avons vu, oui. Donc, je retourne à ces quatre images-là, voilà. Donc, en position 1, bon, on a un AVC ischémique territorial. Donc, on voit un Préoccupé. territoire vraiment, le territoire sylvien. Hein, c'est une lésion ischémique. En deux, nous avons une hémorragie méningée. On voit sur cette coupe scanographique une hyperdensité au niveau des régions sous-arachnoïdiennes. Et en regardant bien, quand on est habitué, on saura déjà que quand on fera l'angioscanner, on verra un anévrisme rompu à ce niveau-là. En trois, nous avons un hématome lobaire avec les différentes étiologies. Chez les enfants et les jeunes adultes, on a certaines étiologies qu'on va évoquer dans le compte rendu. Et chez les personnes beaucoup plus âgées, on a aussi d'autres étiologies qu'on évoque. Et enfin, en quatre, nous avons un hématome profond. Et parfois, ces hématomes profonds peuvent se compliquer d'une issue ventriculaire. Hein, donc, les ventricules sont vraiment proches et on peut avoir une éruption au niveau des ventricules, mais souvent on regarde le centre de, de la lésion pour dire que c'est un hématome profond et on a les différentes étiologies. Alors, avant de terminer, AVC hémorragique, nous avons, même ici, hein, nous parlons d'AVC hémorragique, mais on ne dit pas hémorragique. On dit AVC secondairement hémorragique. Pourquoi? Parce que tout thrombus est appelé à se désagréger. Et là, puisque quand nous faisons des thrombolyses ou la thrombectomie, c'est pour lever très vite l'obstacle de façon à ce que l'oxygène et le glucose puissent passer. C'est pour ça qu'on y va très vite. Time is brain, donc rapidement,
On doit aller lever l'obstacle. Mais l'obstacle là va se lever tout seul parce que l'organisme arrive quand même à liser le caillot. Or, cette région-là qui a été en manque d'oxygène et de glucose est déjà fragilisée. Ce qui fait que quand le thrombus se rompt, l'afflux brutal de sang dans un territoire déjà fragilisé va faire qu'on aura une hémorragie. Donc, les artères déjà fragilisées dans cette région-là feront qu'on aura le sang qui va sortir des vaisseaux. Là, on appelle ça un AVC ischémique secondairement hémorragique. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup. Merci, docteur Kambang, pour la présentation. C'était vraiment des images qu'on rencontre tout le temps. Et je crois que chacun a tiré quelque chose de cette présentation. Alors, dans l'Assemblée, s'il y a des gens qui ont des questions, euh, vous pouvez les poser par écrit ou en levant la main. Des questions dans l'Assemblée? Oui, docteur Serge Tarir. Serge Tarir, vous avez la Effectivement, parole. bonsoir, cher maître. Ma question, d'abord, je remercie le docteur Dieudonné pour la présentation. Ma question consiste à différencier, s'il peut nous donner les éléments de différence entre un renseignement, un AVC ischémique secondairement hémorragique et un AVC que je dirais, entre guillemets, spontanément hémorragique. Je vous remercie. Telle est ma question. Donc, un Merci, renseignement. docteur. Oui, poser la question, je pourrais ramasser. Hein, s'il y a des questions qui se ressemblent, je pourrais les ramasser. Et puis, donc, renseignement, secondairement hémorragique et spontanément hémorragique. OK. S'il y a d'autres questions, je ramasse et puis je vais répondre. Il y en a une autre sur le chat là. Bonsoir, on n'a pas bien compris AVC hémorragique scanographique. Donc, je pense que la dernière explication là, quand vous avez dit AVC et secondairement hémorragique, tout ça, je crois que c'est, si vous pouvez être un peu explicite. OK. Alors, pour celui qui a parlé de renseignement, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous comprenez par là, renseignement. Vous pouvez un peu m'expliquer un renseignement. Qu'est-ce que vous entendez par là, s'il vous plaît? Je vous remercie, cher maître. Concernant le renseignement, ce que j'entends par ces concepts, c'est que nous sommes en présence d'un accident, d'un infarctus cérébral et qui par la suite, ça saigne, c'est-à-dire la thrombose ou soit ces caillots qui se désagrègent et puis ça saigne. Alors, c'est ce qui a prêté un peu à confusion dans mon chef entre l'AVC secondairement hémorragique. Je me suis dit, ça pourrait ne pas être le renseignement, d'où Non, non, mais c'est la même ma chose. préoccupation. L'AVC ischémique, donc il n'y a pas d'apport sanguin ou il y a une baisse de l'apport sanguin. C'est ça l'ischémie pour l'AVC ischémique pour nous les francophones et pour les anglophones, c'est le stroke. OK? Alors, je vous ai expliqué que quand il y a déjà des lésions ischémiques installées, tout ce territoire-là est fragilisé. Donc, aussi bien les neurones, la substance gliale, les vaisseaux qui sont à ce niveau-là. Et comme tout caillot est appelé à se désagréger, okay, par la fibrinolyse naturelle, l'afflux brutal de sang, puisque entre-temps, le cœur continue à battre, hein, continue à pomper le sang. Okay? Dans un territoire fragilisé, cet afflux brutal de sang fera que le sang
va sortir en dehors des vaisseaux. C'est ça, secondairement hémorragique ou récemment, c'est la même chose. Alors, vous parlez d'AVC spontanément hémorragique, je vous ai dit. Je vous ai montré là-bas qu'un AVC, tel que nous l'entendons actuellement, c'est un arrêt circulatoire ou une baisse. Alors, spontanément hémorragique, c'est les hématomes dont je vous ai parlé. Les hématomes parenchymateux qui peuvent être soit lobaires, soit profonds. Il faut différencier des hémorragies méningées. Mais partout là-bas, c'est du sang. C'est la pathologie neurovasculaire. Mais qu'il faut différencier de façon à ce que nous puissions avoir le même langage. Hein, parce qu'ici, nous recevons parfois des patients qui sont transférés du pays. Et quand vous voyez le rapport qui est envoyé avec, on n'y comprend rien. Hein. Donc, je vous ai dit, il faut avoir un nouveau lexique. Il faut utiliser les termes qu'il faut pour que nous puissions nous comprendre et pour que ça puisse vous aider dans la rédaction de vos articles scientifiques, hein, pour pouvoir faire rayonner aussi la science de chez nous partout dans le monde. Hein. Donc, je pense que ça passe par une lexicologie internationale. C'est ça. Je ne sais pas si c'est complet ou pas. Il y a, il y a encore une main. Comment? Serge Tahir, c'est l'ancienne main ou une nouvelle main? C'est une nouvelle, mais Ah oui. Ah, d'accord. Allez-y, vous avez la Oui, parole. j'écoute. Oui. je vous remercie de nouveau, cher maître. En ces sens, ce que je pourrais également poser comme question, si vous dites que l'AVC, qui est hémorragique, découlerait d'une thrombose ou d'un désagrégement du caillot, alors je me dis peut-être si on élargissait les champs dans nos comptes rendus en termes de non seulement parler de cet hématome, mais aussi évoquer une tumeur qui saigne. Parce que ça ne serait pas forcément un caillot qui s'est désagrégé qui a créé de l'hémorragie. Une tumeur aussi peut saigner, entraîner Oui, un hématome. justement. Vous avez fini? Vous avez Oui, fini? cher Ben, je finis. OK. Justement. Je vous ai monté dans le spectre des étiologies. OK? L'hématome lobaire, on peut rechercher une tumeur, souvent c'est des métastases qui sont. Vous savez pourquoi ils sont en corticalité plutôt qu'en profondeur? Je vous explique. Hein. Vous savez pourquoi? Non, Pourquoi je ne on sais pense pas. aux tumeurs, souvent aux métastases qui saignent, quand l'AVC, disons quand l'hématome est lobaire? C'est parce que les métastases arrivent par voie sanguine. OK? OK? Vous m'entendez? Oui, cher Ben, je vous Oui, capte on, 5 sur on 5. vous Les entend, on vous entend. métastases, les métastases arrivent par voie sanguine. Et quand je vous ai montré, ils arrivent par la corticalité. Et là, les métastases sont tellement gros, puisque les vaisseaux qui vont dans le cortex, c'est 500 microns de diamètre. Et les métas sont beaucoup plus gros que 500 microns. Ils s'arrêtent en corticalité, c'est pour ça qu'on va les chercher. C'est comme les abcès. Euh, les boules purulentes, quand elles arrivent, elles sont plus grosses que 500 microns que le diamètre des petits vaisseaux qui vont dans le cortex. Ils s'arrêtent à la corticalité. C'est pour ça qu'on les recherche quand on a un hématome lobaire. Vous n'irez jamais les chercher quand il y a un hématome profond. L'hématome profond, là, c'est pour des tumeurs primitives qui se sont développées directement euh, à l'intérieur du cerveau. Hein. OK? Et là, c'est pour ça, un hématome profond chez un enfant, ça peut être une tumeur primitive. OK? Mais en corticalité, chez les personnes âgées, puisque les personnes âgées, c'est elles qui font du point de vue statistique, c'est elles qui font des,
qui font des tumeurs cancéreuses et des métastases qui arrivent, ils arrivent par la corticalité. Comme ils sont gros pour ne pas passer, ils s'arrêtent en corticalité et on aura des hématomes lobaires. C'est l'une des raisons. OK? Donc, AVC, hémorragie, il faut laisser tomber ce terme-là. Vous allez vous mettre en porte-à-faux pour rien. Puisque chez les anglophones, vous devriez dire stroke. Et ici, nous nous sommes entendus pour dire, puisque même les Belges qui nous avaient laissé ce terme-là, mais ils se sont, les Belges francophones, ils parlent d'AVC ischémique. Hein. Bon, en Belgique, moi, quand je l'avais en France, la première fois, quand j'ai dit AVC ischémique, tout le monde s'est retourné pour me regarder, j'ai dit, oui, mais moi, je viens du Congo belge. Là, on dit ischémie. Voilà. Mais c'est un arrêt circulatoire, c'est une ischémie. Le sang diminue, l'apport sanguin diminue ou s'arrête. C'est différent de ce qui se passe dans l'hémorragie méningée ou dans l'hématome profond ou lobaire. C'est différent. C'est pour ça, maintenant, on préfère différencier par les termes qu'on utilise. Hein, ce n'est pas pour vous indisposer, mais je vous ai dit, même dans nos correspondances localement ou à l'international, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Je ne sais pas si Il prof y a une, Martha, une autre question. Ok, je vous il y a une écoute. question encore sur le chat. Parfois, la thrombolyse risque d'aggraver davantage l'hémorragie. C'est une question, je pense. On demande si la thrombolyse risque Oui, d'aggraver justement, davantage il y a l'hémorragie. des critères. Il y a des critères qu'on utilise. Hein. D'abord, il y a la taille de l'hématome. Il y a le temps. C'est pour ça qu'on dit time is brain. Le temps, c'est le cerveau. OK? Il y a beaucoup de critères. Si vous voulez, on parlera de ça dans un autre, disons, une autre fois. Là, c'était pour mettre un peu les mots en place, les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que nous avons vu des courriers, nous avons vu des comptes rendus. C'est pas bien. Hein, donc, ça nous fait du mal de voir que il y a nos compatriotes hein, qui, ça pose des problèmes. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça, qu'on arrête de parler d'AVC hémorragique. Non, D'accord. non. Je vous ai montré AVC ischémique, hématome lobaire profond et hémorragie méningée. C'est ça qu'on utilise actuellement. Et ces mots-clés, vous les mettez dans une intelligence artificielle, il va vous faire sortir tout un article. Je ne sais pas. Hein? Merci, docteur Kambangu. Dans l'Assemblée, il y a encore des questions ou pas? Donc, il n'y en a plus apparemment. Professeur Mata, vous avez... Oui, il y a quelqu'un qui a une question? Oui, sur le chat. J'ai vu docteur Bossego qui a levé la main. Oui, je vais... Il y a une question. On pose la question si, dans la conclusion, on peut évoquer les causes. Les causes. Bon. Quelle cause? Oui, si on peut, quand on conclut, est-ce qu'on peut évoquer les causes directement de genre l'hémorragie, Non, mais ce déjà, qu'on... quand vous dites, oui, vous décrivez un hématome lobaire. Bon, si vous voulez, vous pouvez évoquer les causes. Les Je pense que étiologies. c'est prudent de Et laisser mon tombe ouvert, on connaît. oui, nos correspondants, les neurologues, les neurochirurgiens, déjà quand ils demandent leur examen, ils ont déjà une idée là-dessus. OK? Déjà, quand je dis Wow. un hématome lobaire, Oui, par exemple, dans la région du Carrefour ils ont ventriculaire, des bon, lui, causes en il tête, va, oui, il va texte regarder. clinique. Hein, il a déjà, souvent, ils pensent déjà à quelque chose. Donc, dans sa demande, il vous dira, bon, je suspecte une tumeur hémorragique, par exemple. Donc, moi, quand je lui dirais c'était l'hématome lobaire, lui, souvent, les tumeurs qui saignent, il y a
un œdème très important. Vous verrez des engagements, là, vraiment, on voit un hématome, parfois un tout petit hématome avec un œdème très important. On se dit là, est-ce que le patient là, il n'a pas des lésions pulmonaires, hein? Ce n'est pas un gros fumeur, tout ça. On parle déjà des méta pulmonaires qui sont à ce niveau-là. Donc, on pense déjà. Hein? Et c'est pour ça, bon, ici, nous avons toujours des réunions avec nos différents correspondants. On a des staffs avec les neurologues, les neurochis, on a des staffs avec les ORL, on a des staffs. Bon, nous avons toute une série, hein, les ophtalmos, les ORL, ce sont nos correspondants et on fait des staffs avec eux. Nous partageons ensemble ce que nous avons du point de vue magie et ce qu'eux, ils ont du point de vue clinique. On se partage. Docteur Boseko, qui a levé sa main, vous avez la parole. Oui, docteur, je vous écoute. De préoccupation. On ne vous entend pas, docteur Boseko. Oui. Maintenant, vous Non, je sais pas. m'entendez? Oui, Oui, c'est bon, on là, vous on entend. entend. Allez-y. Oui. Ok. J'ai deux préoccupations. La première, je voudrais savoir, dans la démarche sémiologique, quelqu'un qui évoque un hématome dont la topographie est profonde et ose dire que, vu la topographie profonde de l'hématome, ça fait penser à un AVC hémorragique. Il ressort en fait dans sa conclusion, étant donné la clinique, les antécédents, mais également la topographie profonde de l'hématome. Il dit qu'il pense a priori à un AVC hémorragique. Est-ce que ça serait une faute? Oui, Et, bon, c'est une faute. Hein. Ah oui, vous avez encore une autre question. oui, j'ai une autre J'attends la deuxième. question. J'attends la Oui, La deuxième. deuxième, allez-y, posez les deux. Mhm. Posez oui, les deux, comme ça, je vais répondre en une fois. oui, la deuxième. Euh, bon, c'est concernant la discussion précédente, hein. Renseignement et puis un AVC peut-être qui serait de nouveau. Alors, pour les cas de renseignement, moi je me dis que les AVC hémorragiques sont réputés être récidivants. Alors, je me dis que quelqu'un qui avait déjà saigné euh, un hématome qui est peut-être ancien, sur le même foyer, on peut également assister à un renseignement. Je ne sais pas si le terme renseignement ne devrait peut-être pas plus aller dans ce sens-là que sur un territoire ischémique qui s'est secondairement compliqué d'une hémorragie. Et dans le dit cas, il y a des astuces pour faire vraiment bien la part des choses entre une hémorragie qui s'est superposée à un saignement ancien. Voilà. Bon. En ce C'est qui tout, concerne c'est votre tout. première question, oui, oui, docteur Bossé, je vous remercie. En ce qui concerne votre Oui, première c'est question, tout. oui. Voilà mes deux Quand vous préoccupations. parlez d'AVC hémorragique, je viens de vous montrer là que ce n'est pas bon de continuer à parler parce que parler de cette façon-là, je vous ai dit, l'ischémie, c'est ça le mot qu'on utilise. L'hématome, c'est autre chose puisque le mécanisme est différent. Dans l'AVC ischémique, c'est une ischémie, donc un arrêt ou une diminution du sang. L'hémorragie va venir d'où? L'hémorragie sera secondaire. Donc, il ne faut pas parler d'AVC hémorragique. Il y a un stroke, une ischémie. Non. Le mécanisme est différent. Il n'y a pas eu un vaisseau dont les parois se sont effritées et il y a eu un saignement. Non. Il y a eu arrêt circulatoire. Puisque on parlera des différentes éthologies, il y en a tout un tas. Ce n'était pas le but
de la session de ce soir. Moi, le but, c'était d'essayer que nous puissions évoluer dans notre langage, parce que si vous faites ce genre de compte rendu et vous évacuez votre patient ici, mais ça va faire tâche. Les gens ne vont pas comprendre. Voilà, je ne sais pas, je parle sérieusement, hein, ça fera tâche. Si vous parlez d'un hématome, tout le monde se comprend. Vous parlez d'une hémorragie méningée, tout le monde se comprend. Euh, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut changer ses habitudes, hein. C'est comme quand on met le protocole tout le temps. Non, nous sommes en train d'attendre le protocole. Non, l'examen a déjà été fait. Quel protocole vous allez attendre? C'est le compte rendu que vous attendez. Le rapport, on peut au moins dire rapport, mais ce n'est pas le protocole. Donc, nous devons évoluer dans notre façon de parler. Ah bon, je ne suis pas en train de vous obliger ou de... mais il faut que nous puissions évoluer ensemble. Nous évoluons ensemble. Donc, nous sommes des aînés. Moi aussi, quand je suis arrivé ici en France, il y a plus de 20 ans,